La voix d'Afrique. 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 La voix d'Afrique.com. La voix d'Afrique. La voix d'Afrique.com. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de suivre l'interview de la Nation sur la Voix d'Afrique. Pour rappel, l'interview de la Nation est une émission, comme son nom l'indique, qui parle des grandes actualités qui marquent la vie de la nation, mais qui aussi, des fois, invite ces hommes et ces femmes qui font notre pays, qui font le Maliba. Aujourd'hui, l'interview de la Nation a pour invité M. Moussa Djiré, président du mouvement Émergence 223. Et comme vous le verrez tout de suite, l'interview de la Nation s'est fait aussi en présence d'un public très très charmant et qui a répondu aujourd'hui à notre invitation. Public, applaudissez-vous vous-même. Merci de nous accompagner durant une heure d'échange avec notre invité, Moussa Djiré. Une fois de plus, que je vous demande d'applaudir. Merci. Alors, M. Djiré, vous pouvez prendre maintenant votre micro. Vous êtes invité premier de l'interview de la Nation, format grand public. Quelles sont vos impressions? Je ne sais pas, je suis timide. Je ne sais pas quoi dire dans cette circonstance. Je veux juste remercier les hommes et les femmes que je vois sont là. D'autres n'ont pas pu avoir accès à la salle par le nombre restreint qui nous est attribué. C'est dire en tout cas que cette nouvelle émission que vous animez commence bien. Alors, Monsieur Djiré, ce soir, l'interview va porter sur 4 grands axes. Nous allons d'abord parler de l'émergence 223. Nous parlerons également de la vie politique du pays, la marche de la transition en cours et enfin les relations diplomatiques entre le Mali, ses voisins et la France notamment. Alors, commençons déjà par l'émergence 223. Présentez-nous ces mouvements. Monsieur le Président. Bien, merci. Je veux remercier les membres d'Émergence qui sont là, je les vois très nombreux. Makal, Diadier, Papus, Massama, Prince, Issa, tout le monde, vous avez abattu vraiment un travail remarquable, Boubacar. Un travail qui ne se remarque pas souvent parce que depuis plusieurs semaines, vous abattez ce travail, la mine, et on ne sait pas ce que vous faites. Donc je suis content en tant que votre porte-parole qu'on me demande qu'est-ce que Émergence. Émergence est un groupe de réflexion fondé par des jeunes Maliens depuis très longtemps. Nous avons des réflexions que nous menons sur les différentes crises que nous connaissons. Il faut dire que notre pays est venu abonner aux crises depuis celle de 2012 que nous avons connue, où nous avons eu l'honneur de commettre le coup d'État le plus stupide du monde. Et maintenant, nous sommes en train d'essayer de l'amener pour pouvoir retrouver une vie normale. C'est la jeunesse du Mali qui se retrouve dans l'émergence pour mener des réflexions stratégiques pour ces zones où il y a l'insécurité, où nous n'avons plus forcément accès, pour ces zones où l'administration d'État était massivement représentée dans les années 90-2000 et aujourd'hui on les appelle déplacés. Pour ces zones où le gouverneur n'est plus dans sa localité mais est à Bamako ou est délocalisé. Pour ces zones où l'actualité est devenue presque normalement funeste parce qu'on ne parle que d'attentats, de crises, de pièges, d'attaques. Émergence trouve que le Mali que nous avons connu, nous, quand nous étions plus jeunes, c'est ce Mali qui est notre référence. Mais au-delà de ce Mali, parce que le monde est en train de connaître 2 changements, je veux penser au changement écologique que nous connaissons, parce que c'est une réalité. Si on ne prend pas soin suffisamment de notre planète, surtout ici dans notre pays où on est inondé par l'incivisme et l'insalubrité, la planète risque de disparaître. Donc c'est défi écologique. Ensuite, je veux parler aussi de la grande révolution technologique et numérique que nous connaissons. On n'a plus de papier, vous voyez, tout se fait avec des machines ultra sophistiquées. Et nous sommes encore dans ces moments où on fait oser lutter et concours de manifestation devant le boulevard de l'indépendance. Non, moi je crois que le Mali a une jeunesse forte et je pense que l'heure est venue pour assumer son identité.
D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire si Émergence est un mouvement qui est indépendant de toute autre formation politique et citoyenne? Oui, M. Dissa, votre question est intéressante. Revenons dans le contexte. J'ai bien dit que c'était un groupe d'action et Émergence est telle que nous l'avons pensé au début, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui nous rejoignent depuis plusieurs semaines progressivement. Je veux rendre hommage à la police nationale. Nous avons beaucoup de policiers qui viennent. Ils sont peut-être en civil aujourd'hui et c'est le conseil que nous leur avons donné. Je veux rendre hommage aux médecins, qui est une corporation aussi présente, très forte maintenant dans l'Émergence. Et je veux rendre hommage aux étudiants, aux stagiaires, aux ouvriers, ces gens qui font Orange Money, qui se reconnaissent aussi dans ce message que nous livrons. En fait, on ne peut pas restreindre toutes ces catégories dans une catégorie politique et sociale, dans une seule. Donc, Émergence, c'est le Mali. Puisque c'est le Mali, les partis politiques aussi, c'est le Mali. Les formations citoyennes aussi, c'est le Mali. Et tous ceux qui sont le Mali, j'ai le devoir, tant que j'ai la mission d'être leur président, d'aller rencontrer ce Mali. Et nous ne pouvons pas être indépendants. Nous menons forcément des échanges, nous menons des discussions, et il y a une grande synergie qui pourra se faire ensemble, nous ne l'écartons pas. D'ailleurs, Émergence n'a pas pour projet de cheminer seul. Nous pensons que le rassemblement aujourd'hui des filles et des fils de ce pays est nécessaire, sinon le pays va couler quand on le laisse otage de la propagande et de la pensée. Et quand Émergence va avec un mouvement, que ce mouvement soit politique ou citoyen, c'est sur quelle base? Non, M. Dissa, il faut qu'on distingue les choses. Quand vous me dites quand Émergence va, Émergence échange dans un premier temps. D'accord. Émergence ne va pas, hein. Les hommes et les femmes qui nous accompagnent là, je ne leur ai pas dit en venant dans cette salle, on va créer un mouvement, quand il va grandir, comme c'est un bébé, on va bien lui donner à manger. Il ne peut pas marcher tout seul, donc on va faire exprès de lui couper un genou pour lui donner la prothèse de quelqu'un d'autre et que ce soit un mouvement d'accompagnement. Non, nous ne sommes pas là pour faire sorio. Nous sommes là pour mettre des propositions claires sur papier, pour dire où on va. Et quand nous, on aura cette idée très claire, d'abord en interne de où on va, toutes les personnes avec lesquelles on échange, il y a des personnes qui sont sincères dans leur relation avec ce pays. S'il y a des échéances et qu'on doit partir avec quelqu'un, ou que cette personne doit partir avec nous, il doit d'abord avoir cette base de réciprocité. Quand on part avec quelqu'un, la personne part avec nous. On ne part pas avec quelqu'un qui ne part pas avec nous. Oui, Flana, il faut aussi dire clairement qu'il ne s'agit pas d'aller avec quelqu'un pour aller avec quelqu'un. Au Mali, il y a un syndrome qui est très connu, qui est le syndrome du gagnant. Tout le monde aime le gagnant. Nous, gagner ne nous intéresse pas. On ne veut pas gagner. Je ne veux pas être ministre, je ne veux pas être député. Je veux un pays qui gagne. Je veux que quand nos enfants viennent ici, ils puissent aller visiter un zoo amorti sans sauter sur une mine. C'est ça ma question. Je veux que les écoles de Tombouctou ouvrent. Nous voulons en fait qu'à Kidal, l'administration puisse être déployée. Donc il s'agit de voir, est-ce que le projet qui nous est mis sur la table, qui nous est proposé, est un projet gagnant? D'accord. Ça, c'est une base importante. Ensuite, la troisième base, quand on parle d'accompagnement, c'est la cohérence. Il s'agit de voir, est-ce que le projet qui nous est présenté, d'accord, on prend Émergence, d'accord, on prend le projet, et est-ce que le projet qui nous est présenté est porté par un étendard cohérent? On ne va pas se lancer dans des choses où la personne porte du bleu et nous dit à nous tous de porter du rouge. Non, on est dans le Mali maintenant pour être cohérent. Il ne s'agit pas de vendre des châteaux de sable à l'Espagne pour que ça s'écroule après. Nous, on a une idée très claire où on va. Et je tiens à dire que je suis le président d'Émergence, mais je ne suis pas seul dans Émergence. Pourquoi vous ne demandez pas aux autres de venir accompagner Émergence? Peut-être que parmi ces hommes et ces femmes, et j'en connais de très valeureux, il y en a qui sont plus utiles à ce pays que d'autres aujourd'hui. Donc j'invite aussi les autres mouvements à venir accompagner Émergence. Émergence a des gens qui méritent d'être accompagnés. Alors, quelles sont les lignes qui sont chères à Émergence? Que ce soit les lignes idéologiques ou des lignes pratiques, concrètes? Je sais à quoi vous voulez qu'on aille et je vous rassure, je n'ai pas prévu de venir pratiquer la langue de bois. Je tiens très chèrement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de notre pays. C'est une pensée qui est partagée dans Émergence.
Émergence tient à la sécurité des Maliens et du Mali. Émergence tient aussi à la prospective, c'est-à-dire que le modèle même d'État auquel nous sommes confrontés. Nous ne pouvons pas avoir un État qui éternellement est condamné à attendre que les problèmes se posent pour trouver des solutions. Émergence tient à ce pragmatisme politique qui s'appelle la prospective, qui décide d'anticiper les problèmes et de trouver des solutions à ces problèmes avant qu'ils ne se posent. Nous tenons à cela, nous tenons à la proximité. Émergence n'aime pas qu'on se présente aux Maliens quand on a besoin d'eux, mais qu'on soit là pour les Maliens quand ils ont besoin de nous. Émergence n'aime pas l'injustice. Émergence n'aime pas l'injustice. Émergence est allergique à ceux qui saignent les caisses de notre pays. Émergence n'aime pas que l'école malienne passe en dernier plan. Émergence n'aime pas que les policiers ne soient pas dans les conditions sur leur lieu de travail et qu'ils soient laissés à la corruption. Nous avons une part dans cette corruption. Émergence n'aime pas que les fonctionnaires de santé, malgré tout le travail qu'ils abattent, soient obligés d'opérer dans des infrastructures qui ne soient pas à la hauteur. Vous allez dire, mais je parle à mon camp. Oui, je parle à mon camp et j'assume de parler à mon camp. D'accord. Alors nous savons quand même que Émergence est un mouvement très très jeune, pour ne pas dire à peine né, mais Émergence quand même connaît un grand succès aujourd'hui. En témoignent vos sorties médiatiques, en témoignent en fait les actions que vous menez au sein de Émergence et avec Émergence, en témoignent ces grands publics venus alors à cet enregistrement-là, en témoignent même des fois alors ces jeunes sur leur moto qui vous suivent sous forme de cortège quand vous vous déplacez pour un rendez-vous comme celui-ci. Alors du coup, on peut dire que Émergence quand même connaît un grand succès, à peine né comme mouvement. Comment vous pouvez nous expliquer ce succès-là? La recette, personne ne va la prendre. Hein? Dites-nous la recette. Non, monsieur Tissa, je pense qu'on va, soyons sérieux, on va trop loin quand on parle de grand succès. Non, Émergence, c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je ne pense pas qu'Émergence connaisse un grand succès. Je veux rester modeste. Très humble. Non, pas modeste, humble. D'accord. Je veux rester très humble. Je ne pense pas que ce soit ça le succès. Le succès pour moi, c'est quand il y aura des hôpitaux où on va rentrer, il n'y aura pas d'insalubrité. Quand on sera gênés tous dans nos comportements, de jeter nos ordures dans la rue, quand on sera gênés de voir des écoles du peuple qui ne nous jouent pas, quand on dira aux enfants, bon, il y a quoi t'es dans ce là, qu'on ne soit pas gêné de tout ça. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des hommes et des femmes. Il faut descendre un peu le micro. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des hommes et des femmes qui ne regardent pas l'heure. Mais il faut l'approcher, voilà. Qui ne regardent pas l'heure, qui ne regardent pas la taille des enjeux, qui ne regardent pas la date, les rendez-vous, et qui sont là à chaque événement. Et c'est le moment pour moi aussi de les rendre hommage et de les remercier sincèrement. Émergence, finalement, je n'y suis pour rien. C'est émergence de Makan, c'est émergence de Papus, c'est émergence de Massama, c'est émergence de Idrissa, de Lamine, émergence de tout le monde, de Ami, de toutes ces personnes en fait que je ne vais pas citer individuellement pour pas qu'on prenne une journée, mais pour qui je suis vraiment reconnaissant. Je suis leur employé, je suis là pour délivrer leur message. Et ce message, je ne me trompe pas. Je ne suis pas le chef de la famille. Je suis un frère parmi les frères, appelé à assumer une mission. Et c'est pour ça aussi que je vais inviter davantage cette jeunesse malienne à nous accompagner dans notre mission. Parce que pendant que nous allons à ces élections présidentielles où 10% de Maliens, parce qu'il y a 2 millions de Maliens qui décident le président de 20 millions de nos compatriotes, la jeunesse silencieuse qui ne s'exprime pas ne prend pas mot sur ce que doit être son école, sur ce que doivent être ses routes, sur ce que doivent être les réformes qui doivent être prises pour lui et en son nom. J'invite la jeunesse à plus d'implication dans la vie publique. Plus d'implication. Et je comprends que c'est parce que la chose publique nous a été présentée de manière défectueuse. Parce qu'on a éduqué les gens à viens, 200 francs, 300 francs, 1000 francs, 2000 francs. Les Maliens ne sont pas des poulets. Les Maliens ne doivent pas éternellement rester des poulets. N'allons pas vers des gens qui ont besoin
du Mali. Nous avons besoin nous-mêmes du Mali pour qu'il soit ce que nous voulons qu'il soit, allons vers des gens dont le Mali a besoin. Et le Mali n'a pas d'abord besoin du super leader qui est sur la super photo. C'est bien décoré, j'ai une très belle équipe de communication moi aussi. Mais le Mali a d'abord besoin de vous, au niveau local, dans vos communes, dans vos quartiers, avec vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs. Votre contribution n'est pas négligeable. Une personne ne peut pas changer la vie de 20 millions de personnes. Quand on vous le fait croire, c'est faux. C'est le premier mensonge qui vous est dit. Sortons de ce dogme-là du leader et soyons plutôt dans la synergie du collectif. Parce que si chacun de vous se regarde chaque soir pour être une meilleure personne demain, nous aurons un meilleur pays. D'accord. Vous pouvez l'applaudir hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ah, alors Monsieur Djiré, nous allons peut-être revenir sur cet aspect-là. Mais avant, nous allons évoquer la vie publique, vous l'avez déjà commencé, et on va poser un constat. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec mon constat, mais nous pensons aujourd'hui qu'il y a un grand fossé entre justement les citoyens et les hommes politiques. Est-ce que vous partagez, vous avez le même constat d'abord, avant que je ne progresse dans ma question? Non, je n'ai pas du tout le même constat. D'accord. Je pense que le problème de nos populations n'est pas un problème d'hommes, c'est un problème de présentation. Ce qui leur a été présenté comme étant de la politique n'est pas du tout de la politique. C'est du commerce. Et il se trouve qu'il commence à réaliser. Sortez d'ici, M. Djiré, allez à la rencontre, par exemple, des mécaniciens. Parlez-lui de l'homme politique. Il vous dira, je ne veux pas entendre parler des hommes politiques. C'est eux qui nous ont mis dans ce trou-là. Non, tout le monde ne dit pas ça. On ne met pas tout le monde. Je ne peux pas dire tout le monde dans la mesure où ce n'est pas les hommes politiques qui vont le dire. Je ne suis pas justement. Mais non. Mais les citoyens, dans leur grande majorité. Les citoyens, il y a des hommes politiques qui ont été ministres, qui ont été premiers ministres, qui sont très respectables. D'accord. Je ne peux pas les citer. Mais il y a des gens aussi aujourd'hui, quand tu demandes aux populations, est-ce qu'ils ont leur chance pour présider ce pays? Ils vont me dire oui, ce sera de bons dirigeants. Mais quand tu demandes à nos populations de voter pour eux, ils vont dire Walta Kuna, ils n'ont pas d'argent. D'accord, on va parler de ça. Mais est-ce que M. Djiré a une fois entendu dire que tous les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui ne sont dus ni plus ni moins qu'aux hommes politiques? Est-ce que vous avez entendu cela? Si oui, alors quel commentaire? Si je n'ai pas entendu ça, c'est que je ne suis pas au Mali. Justement, alors. Le Mali a créé à lui seul un métier pendant ces dernières années. C'est le métier de vidéoman. Je m'en fous d'être insulté, mais c'est une réalité. On a créé un métier de vidéoman. On a dit à nos enfants, ça y est, c'est bon, l'école tu laisses. C'est plus utile d'être médecin, c'est plus utile d'être ingénieur, c'est plus utile d'étudier la mécanique. Ton métier à toi, tu vas t'asseoir sur les réseaux sociaux et tu vas insulter tout le monde. Et bien sûr que ça crée aussi des semblants de révolutionnaires extrêmes qui n'ont que des critiques à la bouche. Mais ces choses-là ne font pas avancer un pays. Je déplore ça. C'est pitoyable. Je dis ça. D'accord. Mais selon vous, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Oui, nous en sommes arrivés là d'abord parce qu'il y a le chômage, monsieur dit ça. Le chômage est le premier facteur de cela. Quelqu'un qui a faim, vous allez lui dire saute 3 fois, je te donne un repas. Il va sauter 3 fois. Si vous lui donnez un repas, le lendemain, il va venir vous voir, il va vous dire ah, chef, je peux sauter 6 fois aujourd'hui. Hein, pour avoir 2 repas. Pour avoir 2 repas. D'accord. Et le lendemain, il va venir, il va dire non, maintenant même j'ai acheté de nouvelles choses pour sauter. Donc sa profession, ça va être maintenant de sauter pour avoir vos repas. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit honnête dans nos rapports. Je pense que nos dirigeants, certains, pas tous, ont failli. Ils ont failli quand ils ont laissé la corruption prendre le dessus. Ils ont failli quand on a oublié le sens de notre culture et de nos traditions. Autrefois, dans le Mamaya, on disait que tout le monde était ça. Maintenant, chez nous, on dit que c'est bête et tout le monde ça. Quand on pense que la vie d'une nation se résume à des concours de manifestation, de désaccords, que pour être un grand garçon, il faut lever tous les jours une vidéo pour dire non, moi je ne suis pas d'accord. Je pense que la cause de ce que vous décriez, c'est l'école.
l'école qui n'a pas connu de grandes réformes depuis le PRODEC. Quand on se résume au PRODEC, même là, on n'a pas été seul. On nous a accompagnés à le faire. Je pense que nous avons failli, quand on va d'instabilité en instabilité, quand aujourd'hui vous commencez quelque chose, que je vois que ce qui ne marche pas, et que ce qui marche, il n'y a personne qui soit là pour vous accompagner après à le faire ou à le continuer. Les logements sociaux, c'était une bonne idée. Les routes qu'on renouvelait périodiquement, c'était une bonne idée. Je veux rendre hommage au président Amadou Toumani Touré. Si quelqu'un était venu après lui, qui avait continué pour que chaque Malien ait au moins un logement, même si les bombes allaient venir après, chacun allait avoir au moins une maison. Après, quelqu'un d'autre allait venir pour qu'on ait tous une route. Quelqu'un d'autre allait venir pour qu'on ait tous, pour que chaque soldat ait une arme. Mais c'est par priorité aussi ces choses-là. Quand la guerre est là, c'est difficile de vaquer à des réformes. Mais ça n'excuse pas non plus qu'on mette la vie d'une nation sur pause et qu'on attende que la guerre finisse. Le travail là, on ne va pas attendre que le Mali soit émergent de lui-même. C'est maintenant dans nos localités, dans nos quartiers, dans nos gouvernements et dans nos grands conseils qu'il faut se battre pour que notre pays soit émergent. D'accord. Vous veniez de parler tantôt d'hommes politiques qui ont bien agi, qui ont bien géré. Vous venez de parler aussi d'autres qui ont échoué. Alors, et le citoyen lambda qui est là, qui ne connaît pas grand-chose en politique et qui finalement arrive à la conclusion qu'ils sont tous les mêmes, qu'ils sont pareils. Qu'avez-vous à lui dire à ces citoyens-là? Moi, je pense que ce citoyen, il dit ça, mais en vérité, il n'a rien à faire des hommes politiques. Ce citoyen, ce qui l'intéresse d'abord, c'est d'avoir à manger, de nourrir sa famille. Ce qui l'intéresse d'abord, ce n'est pas être la risée dans son quartier, c'est d'avoir une maison habitable, de pouvoir être digne. Être digne, ça veut dire être dans un minimum de conditions pour sa famille, ses enfants. Bénéficier d'infrastructures fiables. C'est quand il tombe malade qu'il réalise que l'hôpital a des problèmes. Quand on est pas malade, l'hôpital, c'est un endroit silencieux. Les gens rentrent, ils vont à la morgue, on ne sait pas où. Très souvent quand ça ne nous touche pas directement. Ce que je veux dire à ce citoyen qui est député de la politique, je veux lui dire qu'il est député d'une manière de faire de la politique. Parce que même ceux qui lui présenteront le renouveau même ceux qui lui présenteront le renouveau feront finalement de la politique. La politique, c'est quoi? C'est juste gérer la chose publique. Tant que la chose publique est là, il faut quelqu'un pour la gérer. La politique ne va pas disparaître. Ce sont les politiciens qui vont se métamorphoser et venir sur d'autres facettes. Et la facette qui leur a été présentée, je suis d'accord avec eux, c'est calamiteux et c'est caduc. C'est calamiteux et c'est caduc qu'on vienne chaque 5 ans faire le Selimayala et donner quelques billets pour pouvoir aller à quelque chose. C'est calamiteux et c'est caduc quand ça devient du business et que ainsi élu, on n'est plus obligé de faire quoi que ce soit et on doit accélérer pour récupérer son investissement. C'est calamiteux et c'est caduc quand on les remplit dans les sotramas qui sortent, qui ne savent pas pourquoi ils sortent. Quand on dit va à gauche, ils disent et la gauche. Quand on dit va à droite, ils disent et la droite. Quand on dit revenons au centre, ils disent je ne comprends rien, mais et le centre. Ça, c'est calamiteux et c'est caduc. C'est calamiteux et c'est caduc qu'à chaque élection, il y a des gens qui disent bon, j'ai 30 personnes, j'ai 100 personnes, j'ai 60 personnes. On vient, on les vend, on les marchande. Ces personnes-là même ne savent pas qu'il y a élection. C'est calamiteux et c'est caduc quand on surfe sur la vague de l'analphabétisme et du manque d'instruction politique. Quand on dit à nos populations, nos populations sont manipulées, il faut les délivrer. Je pense que le mal est collectif et le mal est commun. Il faut aller vers de véritables consultations citoyennes où on explique à chacun quel est son rôle à gérer. Quand quelque chose qui concerne le quartier ne marche pas, que le doyen est là, mais il faut aller à la mairie. Quand quelque chose qui concerne l'État est là, le ministre sert à quoi? Que le rôle du député n'est pas de construire des forages. Que le rôle du président de la République n'est pas forcément le rôle du maire. Qu'on sache que le maire est le premier responsable de la commune. Qu'on sache comment fonctionnent nos institutions et quelles institutions nous avons. Je pense que les Maliens ne sont pas dans la démocratie. Ils sont dans le waricratie et le hiérocratie. Il faut qu'on sorte de ça. Mais justement, M. Djiré, parce qu'ils ne connaissent pas la démocratie. Vous-même, vous venez de le dire. En fait, ils ne le connaissent pas.
à qui la faute et surtout à qui profitent ces crimes-là? Mais, monsieur Dissa, parce que quand même 30 ans, plus de 30 ans de vie démocratique. Je ne suis pas procureur, je ne suis pas venu pour faire le procès de quelqu'un. À qui la faute? Il y a bien des gens à qui ça profite. Hein. Il y a des gens qui gagnent tout le temps, il y a des gens qui ne perdent jamais. Il y a des gens à qui on dit, mais parti fini, nous, on est ça, 111 en réunion n'arrêtez pas. Venez dans l'émergence, on va faire nos réunions. Au moins, nos idées sont solides. D'accord. Mais on n'a pas 1000 francs pour qui que ce soit. Justement, et pendant que vous parlez de 1000 francs, pour qui que ce soit, vous n'avez pas 1000 francs pour qui que ce soit. D'ailleurs, vous m'amenez à une question. En fait, il y a deux types de politiques maliens qui ont des problèmes avec les Maliens d'une certaine manière. Vous avez ce type de politique qui est cash, qui est direct, qui dit exactement ce que vous venez de dire, je n'ai rien. Voilà. Mais l'autre, vous l'avez, qui promet, alors, le ciel, qui promet tout. Il se trouve que dans la pratique, celui qui est cash n'a pas tellement le vote du Malien, mais celui qui ment, et c'est celui-là aussi qui les déçoit, lui, les Maliens. Donc, quelque part, ça ne va pas, ni avec l'un, ni avec l'autre. Du coup, quel modèle, type d'homme politique, en fait, aimeriez-vous être pour ce pays-là? Moi, je dis ça, je ne suis pas un homme politique. Je suis le président de l'émergence, mais je ne suis pas un homme politique. Ça, c'est de 1. De 2, monsieur Dissa, j'apprends des choses avec vous. Hein. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des politiques qui rêvaient et d'autres qui étaient cachés. Il faut me les citer d'abord. Vous voulez que je cite? Oui, il faut me les citer d'abord. On ne peut pas parler de gens que vous voyez seuls. Moi, imaginez un candidat en pleine élection présidentielle qui tient exactement ce discours-là dans un village qui les reçoit, et je parle sous le contrôle d'Amidou Doumbia. Tout un village qui sort, qui les reçoit. Et puis après, on lui dit, mais vous partez comme ça à Bamako. Il dit, mais vous voulez quoi d'autre? Je ne voudrais vraiment pas le citer. Il est cash sur ces questions-là. Mais en même temps, imaginez un candidat qui peut aller jusqu'à nous dire que les montagnes de l'Afriabougou vont devenir des montagnes d'or, que le fleuve Djoliba, ça va être... alors, comment... On va ramener la mer à Bamako. Là, c'est vous qui le dites, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Donc, entre ces deux types de politiques, en tout cas, il y a des problèmes, quoi. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous conseilleriez plutôt aux Maliens désormais quand ils doivent voter, par exemple? Pourquoi ils doivent accorder leur confiance à quelqu'un, leur vote à quelqu'un? Moi, quand les Maliens doivent voter, je ne suis pas habilité d'abord à les conseiller. Parce que je suis avec Émergence. C'est les membres d'Émergence qui doivent mettre dans ma bouche. Moi, en fait, M. Diré, quand je vous dis vous, il s'agit d'émergence, vous et émergence. Ok. Vous voulez qu'on aille là-bas? Oui. Ok, on va aller là-bas. Si la salle va assumer aussi. Non, moi je pense qu'il ne faut pas vendre aux Maliens du rêve. Je pense que ramener la mer à Bamako quand on n'a pas électrifié tout le Mali, ce n'est pas possible. Il faut sortir de la calvitie politique. Les gens qui sont chauves et qui vous disent que c'est possible d'avoir des cheveux. Quand quelqu'un vient vous voir, regardez d'abord ses propres réalisations, qui il est. Dans l'exemple qu'il a donné, je connais très bien cet exemple. Vous allez partir dans un village, vous allez dire je n'ai rien. Vous allez partir, on va vous dire toi qu'on a fantando, nina bébé ça. Vous allez partir dans un village, vous allez dire que vous avez tout et que vous allez tout promettre. Avant de prendre la route, on va vous appeler pour une petite réunion. On va vous dire patron Djiko Bene, patron Kouranko Bene. On va vous soumettre 3 problèmes. Vous allez régler un parmi les 3 avant de partir. Si vous ne réglez pas un parmi les 3 avant de partir, on va dire mais si vous réglez un parmi les 3 aussi et que vous partez, quelqu'un d'autre va venir la veille de l'élection. C'est celui qui règle le dernier problème qui compte. Il va venir la veille de l'élection, il va régler le problème que toi tu n'as pas choisi de régler. On va vous dire et c'est celui qui a réglé le dernier problème qui va avoir le scrutin de tout le monde. Maliens, allons vers la démocratie, cherchons à connaître la démocratie. Demandons aux gens leur projet. Parce qu'ils vont vous régler vos 3 problèmes. Après, vous allez vivre, vous allez abîmer encore davantage votre environnement. 8 problèmes vont surgir.
3 personnes vont revenir à la prochaine élection, ils vont régler 2. Et pendant 5 ans, ils ne vont plus rien régler chez vous parce qu'ils ne vous doivent plus rien. Vous avez déjà pris, vous avez déjà mangé. Fermez votre bouche et ouvrez vos cerveaux. D'accord. Apprenons à mieux connaître la démocratie, vous venez de le dire. Alors, si nous ne le faisons pas nous-mêmes, si nous n'avons pas l'initiative de le faire, M. Djiré, qui est-ce que vous interpellez ce soir qui doit alors nous amener à ça, qui doit nous former à la démocratie? Moi, je n'interpelle personne. Personne. Et donc, la situation va rester comme ça? Non, on continue de réfléchir à l'émergence. Quand on aura fini, on va amener nos solutions. Si on les écoute, on les écoute. Si on ne les écoute pas, nous, on aura fait pour nous. D'accord. Vous pouvez l'applaudir, mesdames, messieurs. Alors, nous allons entamer là le 3e axe de l'interview, la marche de la transition, avec une seule question, M. Djiré, à l'heure du bilan. À l'heure du bilan, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la transition? Est-ce que vous parleriez dans ces cas-là de réussite, d'échec ou d'insuffisance? Non, nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan. Le bilan de la transition, on la fera dans 2 ans. De toute manière, il y a déjà eu beaucoup de transitions. Je ne veux vraiment pas parler de ça ici. Personne ne va... Monsieur Djiré, en fait, de septembre. De septembre 2020, de septembre 2020 à février 2022. Je dis ça, si vous voulez vraiment qu'on parle de ça, moi je vais vous dire qu'il y a une chose qui marche, c'est l'armée. Les Maliens continuent de soutenir leur armée. Un peu de silence s'il vous plaît dans la salle, c'est gentil. Les Maliens continuent de soutenir leur armée. Nous continuons à dire non quand nos frères sont assassinés sauvagement, quand nos sœurs meurent, quand nous sommes pris au piège d'un conflit que nous n'avons pas choisi. Nous continuons à applaudir quand il y a des hélicoptères, quand il y a des chars. Quand nos frères montent, on a la peur au ventre. Est-ce qu'ils reviendront, est-ce qu'ils ne reviendront pas? Là, les Maliens vont bien et iront peut-être mieux. Mais M. dit ça, de septembre à maintenant, je pense que la vie chère, le panier de la ménagère qui était trouvé autrefois, est maintenant en train de disparaître. On ne parle plus de tout, c'est plus un panier, c'est devenu un ruban. Je pense que les réformes peuvent être plus diligentes. Je pense que la forme de l'État qui nous a conduits à ces différentes crises est toujours la même. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui sont diligentés à trouver des solutions à ces problèmes. Que l'embargo est venu mettre une couche de difficulté dans la difficulté. Que dans la crise sécuritaire, nous avons connu une crise politique, qui est devenue une crise financière. Que le chômage, on ne va plus en parler. Et que le progrès risque même bientôt de devenir une utopie si on ne fait pas attention à la disparition de notre pays. Je pense aujourd'hui que les Maliens doivent réaliser très sérieusement ce qui se passe et parvenir à un sursaut collectif. Aujourd'hui, nous sommes dans un élan transitoire. Un élan transitoire, c'est-à-dire un élan bref, où on se ressaisit et on fait des réformes. Le temps doit être aux réformes. La refondation prendra 60 ans, ça ne prendra pas 60 jours. Et maintenant, dans ces réformes aujourd'hui, il s'agit de voir où est-ce que nous avons péché en 2018. Est-ce que c'est les législatives? Est-ce que c'est la crise du Covid? Est-ce que c'est une crise de gouvernance qui date d'avant 2018? Est-ce qu'on ne pouvait pas, pendant qu'il y avait les élections présidentielles de 2018, éviter qu'il y ait après les événements de 2020? Si on pouvait les éviter, pourquoi les élections ne les ont pas traitées? Est-ce qu'il faut décider au Mali aujourd'hui de supprimer les élections? On envoie la liste, Moussa Djiré, Robert Dissa, Alamine, Amidou, à la Cour constitutionnelle. Elle choisit, elle envoie, et puis tout le monde est d'accord. L'argent qu'on dépense dedans, après il y a les consultations, les contestations, les crises, et puis on dit qu'il y a fraude, parce que certainement il y a fraude. On peut le partager entre chaque Malien, que chaque Malien ait 50 francs. C'est mieux que de chaque fois casser notre pays. Est-ce que si ce n'est pas les élections, le problème de gouvernance, la corruption qui est là, est-ce que l'exemplarité est là?
Est-ce que les dirigeants que nous avons font comme les dirigés? Est-ce qu'ils répondent à nos aspirations? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une vraie démocratie? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un Oumar qui vend toutes les voies du quartier, mais que les gens du quartier soient vraiment interpellés. Je pense que le bilan se fera dans 2 ans. Le bilan ne se fera pas maintenant. Mais je vois difficilement qu'on fasse ce bilan dans 2 ans. Honnêtement, je pense que ça prendra plus longtemps au rythme où on voit les choses. D'accord. Alors, un dernier axe, M. Djiré, nous allons parler justement de nos relations avec nos voisins de la CEDEAO et puis avec notre partenaire historique quand même, la France. Un mot? Un mot, c'est difficile. Difficile parce qu'on est quand même un pays sous embargo et que l'embargo, le problème, c'est pas seulement l'embargo, mais c'est la vie chère. Celui qui vend des chaussures qui avait 1000 francs par jour n'a plus 800 francs, celui qui répare les chaussures, pardon, n'a plus 800 francs, 500 francs, et on lui demande d'acheter des choses à 2000, 5000 francs. Sa famille aussi derrière lui met la pression. Mais s'il ne devient pas délinquant, voleur ou assassin, il va devenir quoi? On crée une société où les règles de cohabitation deviennent de plus en plus difficiles. On crée une société où nos oppositions sont de plus en plus marquées, où on ne voit pas souvent nos accords, où je préfère plus combattre M. Dissa parce que son grand-père a eu un problème avec mon grand-père. Les Maliens, parfois, c'est très pénible. Plutôt que de l'aider parce qu'il a la charge aujourd'hui de quelque chose, que si ça arrange, ça va arranger nos petits-enfants tous les deux. Je pense qu'on est dans une société où on se trouve facilement des excuses, où on se dit, bon, c'est pas grave, hein. En Belgique, là, le carburant coûte plus cher. Mais les écoles qu'il y a en Belgique, là, on ne compare jamais ça avec nos écoles. Les hôpitaux qu'il y a en Belgique, là, on ne compare jamais ça avec nos hôpitaux. Je pense que cette situation aujourd'hui, internationale, qui nous inquiète, vous parlez de la rupture avec la France, j'ai fait exprès de faire un hors-sujet, n'est pas une rupture. Il s'agit de décisions ponctuelles. Un État souverain est capable à un instant T de décider les partenaires qu'il veut pour son accompagnement. Nos autorités ont mandat pour ça. Moi, je ne suis même pas chef de cette salle, je n'ai mandat pour rien. Donc, eux, ils ont mandat pour ça. Ils ont décidé qu'ils allaient fonctionner avec certains acteurs et qu'ils n'allaient pas fonctionner avec d'autres acteurs. Mais ça s'est fait au nom des Maliens. Donc, que ça me plaise ou pas, je suis obligé de prendre acte. Maintenant, en prenant acte, il faut dire aujourd'hui que mon exposé du début, c'est pour que l'embargo soit levé rapidement. Le discours populiste qui tient, qui est « embargo là, qui est faux ». Nous n'allons pas couper le Mali du reste du monde. Je veux rester malien, je veux rester malien dans l'Afrique, et je veux que le Mali dans l'Afrique reste dans le monde. D'accord. Alors, M. Djiré, une avant-dernière question. Nous sommes dans la transition parce que nous avons connu un coup d'État. En règle générale, comment expliquez-vous le coup d'État chez nous? Et selon vous, qu'est-ce que nous devrions désormais faire pour que nous ne connaissions plus jamais de coup d'État? Merci, M. Dissa. Les coups d'État chez nous, je les explique parce que quand vous devenez responsable et que vous avez la charge de construire l'école du peuple, des écoles pour le peuple, vous prenez l'argent pour vous seul et vous envoyez vos enfants étudier à l'étranger pour qu'ils viennent faire comme vous. Les coups d'État chez nous, c'est quand on refuse de réhabiliter nos écoles, nos hôpitaux. C'est quand on devient adepte à l'injustice. Les coups d'État chez nous, c'est quand je deviens tout de suite président et je suis obligé de regarder les choses par redevance. Quand je vois dans mon entourage, ah, lui là, il est gentil, il m'a aidé à venir là où je suis. Je vais le nommer ministre, mais il ne sait pas écrire 2 phrases. Le coup d'État chez nous, c'est quand on refuse de mettre l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut, à la place qu'il faut. Les coups d'État chez nous, c'est quand les élections ne permettent pas de traiter la faim, la corruption, quand les élections ne permettent pas de demander aux populations leurs aspirations, quand finalement les élections même deviennent « Ah tiens, mettons-moi sur le politique, les coups d'État chez nous, c'est quand au Mali on décide de le faire comme en aucun autre lieu pareil. Quand on décide de frapper les présidents, quand on décide de monter sur nos routes, on casse tout, en cas où. Mais quand c'est dans nos maisons, toutes nos cours sont propres.
Quand c'est sur nos goudrons, c'est toujours sale. Quand on décide que non, on ne veut pas être vu. Le fait de faire la chose mal ne nous dérange pas. Hein. C'est être vu là qui nous fait mal. Quand on est dans la société de Mathieu, je porte un beau bazin. Il y a ma photo derrière moi. Je suis leader, je vais peut-être faire 1% à l'élection présidentielle. On a besoin de se remettre sérieusement en question. On a besoin de se dire qu'il ne faut pas prendre ce pays et le mettre tout entier sur le dos d'une seule personne. On a besoin de se dire que la marche vers le changement est d'abord épinée d'épreuves. D'épreuves individuelles, à moins que ce soit des épreuves collectives. Qu'on doit être correct d'abord avec nous-mêmes et qu'on doit ensuite être correct dans nos rapports avec les autres. Qu'on doit décider de prendre le Mali, d'aimer le Mali, parce que nous n'avons que le Mali. Et que lorsque l'on décide de faire du Mali le dernier des pays, parce qu'on décide de le faire quand on décide de devenir le dernier des citoyens, c'est l'avenir que nous compromettons sérieusement. Nous devons regarder l'avenir. Tous les Maliens aiment leur enfant. Aimer le Mali, c'est comme aimer son enfant. Si je décide de donner 500 francs aujourd'hui à quelqu'un et que je ne prends pas de reçu, je crée un problème pour mon enfant. Parce que le jour où il va naître, l'argent qui devait aller à la réparation des routes, parce que je ne paye pas mes péages ou mes impôts, cet argent-là que j'économise pour lui, je l'ai bouffé pour passer rapidement. Les Maliens doivent aussi apprendre à faire la queue. Quand on va dans nos administrations et qu'on a nos connaissances, qu'on arrête tous d'être frères, amis, de fils de... Qu'on arrête la compétitivité de nos cultures et de nos traditions. Qu'on comprenne véritablement la mondialisation. Qu'on sache que chaque fois qu'on fait un pas en avant et 12 pas en arrière, les autres sont en train d'aller vers 2050 et nous sommes en train d'aller vers 1740. C'est un problème réel, c'est un problème véritable. Donc faisons de la sueur de notre travail le sang de notre destin et ensemble faisons en sorte que les champs fleurissent d'espérance et que les cœurs vibrent de confiance. Merci, M. Moussa Djilé. Sur ces mots, je ne poserai plus de questions parce que je voulais justement vous demander à vous adresser à nos frères et sœurs qui nous suivent, mais vous l'avez déjà fait. Merci quand même d'avoir accepté de vous prêter à nos questions, d'avoir accepté de répondre à notre invitation et à nos questions. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de cette nouvelle émission, l'interview de la Nation sur la Voix d'Afrique. Merci beaucoup. Si vous avez toujours un dernier mot, allez-y. Merci beaucoup, M. Tissa, pour votre invitation. Oui, je vais saisir la carte du dernier mot pour remercier la Voix d'Afrique de m'avoir invité, pour vous remercier, vous, M. Tissa, d'être venu aussi, parce que je ne savais pas que c'était vous quand j'acceptais de venir, mais voir votre photo m'a énormément motivé. Je sais le talent journalistique qui est le vôtre, je veux encore vous féliciter. Merci. Je veux féliciter ces gens qu'on ne félicite pas très souvent aussi, qui sont à la régie technique, ces caméras qui font 30 photos à la seconde, ces lumières, tout ce qui est là, tous ceux qui sont dans cette salle et que je n'ai même pas vu. Je veux remercier, parce qu'ils verront l'émission, ceux qui sont venus à qui on a dit qu'il n'y avait plus de place, ils étaient presque 300 devant le CICD. Et j'ai été un peu peiné de ça. Je veux les remercier d'être venus pour moi. Je veux leur remercier. Je veux remercier les membres des autres formations qui sont venus pour cette émission. Je veux comprendre que c'est par amitié. Je suis aussi leur ami et leur frère. Je veux leur adresser mon amitié et ma fraternité. Et leur dire que bientôt je serai aussi dans la salle lorsqu'ils seront sur cette chaise. Je veux remercier les membres de mon camp, les membres d'émergence. Et je leur demande d'applaudir et de faire un tonne de mouvements pour eux. Je veux les remercier. Je suis leur président, votre porte-parole. Je suis venu pour vous et je suis très fier d'être venu pour vous. J'ai accepté cette invitation pour vous. Je veux aussi les inviter à multiplier les efforts que nous avons pour rattraper les 2 semaines de retard que nous avons sur notre feuille de route. Parce que très bientôt, les choses très sérieuses vont s'accélérer. Et je veux remercier le public, les partenaires, les amis, les charmantes personnes qui sont là aujourd'hui. Je veux remercier l'hôtel Azalée parce qu'on les a dérangés. C'est pas facile d'accueillir tout le boucan qu'il y a quand on va parler du Mali.
Le Mali est un pays bruyant, où il y a énormément de désaccords que nous nous efforçons à éteindre. Je ne veux plus être très long, je veux juste dire un mot. Merci. Merci à vous, Monsieur Moussa Djiré. Mesdames, Messieurs, c'était l'interview de la Nation sur la Voix d'Afrique, version ou format grand public, et on était justement sur l'émission numéro 1, l'émission du lancement avec Monsieur Moussa Djiré, président de Émergence 223. Merci de nous avoir suivis. Public, merci à vous d'être venu assister à cet enregistrement-là. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci. La Voix d'Afrique. La Voix d'Afrique. La voix d'Afrique.com